Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Trésors de Pépé. Aujourd'hui, petite cassette de pistolet de duel. C'est elle. Et c'est un peu lourd. Le duel. Quelle invention merveilleuse. T'es pas content, t'aimes pas quelqu'un, tu le fumes. C'est beau. Alors pour aujourd'hui, on parlera pas trop des duels 18e, 17e siècle. C'est un peu trop ancien, on va se concentrer plutôt sur le 19e. Alors, le duel, juste comme ça pour les deux du fond qui n'ont pas suivi, c'est un offenseur, un offensé. Bon d'accord, c'est peut-être encore trop compliqué. Un méchant et un gentil. Voilà. Et comment vous dire, le méchant fait quelque chose de méchant, et le gentil a décidé que non, ça va pas se passer comme ça, donc je vais te fumer. Ce sont des choses qui arrivent. Et pour ce faire, on a plein de techniques, à peu près les mêmes que pour la guerre d'ailleurs. On a l'arme blanche, on a l'arme contondante même, alors j'ai pas tout de suite en mémoire de duel à la massue, mais peut-être, qui sait. Et évidemment, l'arme à feu. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, on utilisait surtout l'épée, sachant que le port de l'épée était surtout l'apanage de la noblesse. Et puis les duels se démocratisant, puisque les offenses se démocratisaient, on est vite passé à l'arme à feu. C'était plus sûr, plus rapide, et surtout, comme l'offensé a le choix des armes, ma foi, face à un maître de l'épée, quelqu'un dont on savait qu'il allait nous embrocher à peu près au bout de 2 minutes, on avait un peu plus de chance, c'était un peu plus égal. A noter d'ailleurs que la transition entre les platines à rouet et les platines à silex, c'est surtout faite en fait pour des objectifs civils et pas tant pour des objectifs militaires. Et l'objectif civil premier, c'était le duel, puisque la platine à rouet posait un problème de stabilité lors du tir, puisque ça bougeait énormément. On a inventé la platine à silex. C'était pas forcément toujours bien ça, mais c'était un peu mieux. Alors évidemment, aujourd'hui, l'objet qui nous intéresse, c'est ce fameux coffret de pistolet de duel. Alors, pour la pratique du duel, les pistolets à silex et à percussion ont été utilisés. Mais comme aujourd'hui, on s'occupe d'un coffret de pistolet à percussion, on va surtout parler de ce cas-là. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on met ces pistolets dans des coffrets ? On pourrait très bien juste les ranger dans un torchon et puis allons-y, hein. Il y a plusieurs raisons à ça. Alors, primo, évidemment, c'est beau. C'est clair. Donc le prestige de pouvoir montrer des coffrets luxueusement préparés, signés en plus la plupart du temps, mais pas tout le temps. D'ailleurs, par exemple, celui-ci n'est pas signé. Dans des matériaux riches, avec plein de raffinements dont on parlera un tout petit peu après. C'est cool. Quand on veut paraître riche, en général, c'est un bon moyen. Mais c'est surtout une question, en fait, d'organisation du duel. Dans les règles du duel, l'arbitre prépare les pistolets, ils doivent être rigoureusement identiques. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des pistolets de duel, je me permets d'en sortir un, sont notés 1 et 2. Bah non. Ceux-là, ils sont pas notés 1 et 2. Mais bon, ils doivent être rigoureusement identiques. Évidemment, pour des questions d'égalité des chances, c'est assez logique. Non, ils sont pas notés 1 et 2. En plus de ça, les balles doivent être rigoureusement identiques. Et donc, grâce à ce formidable moule à balles qui est contenu dans le coffret, on peut faire des balles rigoureusement identiques pour les deux opposants, on va dire. Mais surtout, l'arbitre prépare ces deux pistolets rigoureusement identiques, avec des balles rigoureusement identiques et des charges de poudre rigoureusement identiques, et une fois qu'il a fini de les préparer, il les range dans le coffret, et le coffret ne doit plus être ouvert
que par les deux participants au moment du duel, pour éviter toute tentative de triche. C'est-à-dire, bon, t'as pas très envie de mourir, tu te dis, bon, je vais bricoler un petit peu le pistolet de celui d'en face, je vais mettre, je sais pas, je vais enlever la balle, je vais enlever 1 gramme de poudre, ou alors je vais enlever la balle et je vais mettre un bout de chiffon à la place. Ce serait pratique, mais du coup on y a pensé. Les coffrets servaient surtout, grâce à leurs clés, puisqu'ils sont fermés à clé, en l'occurrence je sais même pas si celui-là il marche, je suppose que oui. Il marche, formidable. Donc les coffrets étaient fermés, et ensuite c'est l'arbitre qui se barrait avec la clé. Et il n'était plus ouvert. Voilà surtout à quoi ça sert, les coffrets. C'est une question de prestige, mais c'est aussi une question de règles. Alors à noter une chose, ces pistolets, je n'ai même pas regardé d'ailleurs, mais ces pistolets sont rayés, tout à fait, ils sont en rayures rondes, pas cheveux mais pas loin, il y en a quand même beaucoup. Au départ, les pistolets n'étaient pas rayés. La rayure dans les pistolets de duel était prohibée. Il fallait quand même que ce soit un peu imprécis, histoire de laisser un minimum de chance à celui d'en face. En réalité, la plupart des duels se finissaient rarement par la mort. On tirait chacun un coup, et puis bon, ma foi, si personne s'était touché, on se pardonnait, on se réconciliait, et tout allait bien. Au moins, on avait fait ce qu'il fallait pour laver un peu son honneur. Surtout que, à l'époque, et jusqu'à très tard, on était pointilleux sur l'honneur. C'était même une règle absolue du gentilhomme. Il fallait être le plus pointilleux sur les questions de respect et d'honneur, machin, possible. Et au moindre truc de travers, il fallait impérativement qu'on aille essayer de se truffer l'oignon. D'ailleurs, à ce propos, on note quand même quelques petites variantes dans le duel. Alors, on a le duel à volonté. Le début est toujours le même. Les deux adversaires se mettent dos à dos, s'éloignent progressivement, se retournent, et dans le duel à volonté, ils font feu à volonté. C'est-à-dire, ils ont de quoi recharger, ils rechargent autant de fois, blablabla. Bon. Assez peu utilisé. On a le duel au commandement, c'est le plus connu. C'est les deux adversaires se mettent dos à dos, blablabla. Le début, c'est toujours le même. Ils se retournent, ils attendent un commandement de l'arbitre, et ils tirent. On a également une variante où les deux protagonistes font feu tour à tour. En général, c'est l'offensé qui a le premier tour, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on décide que ça suffit, ou que l'autre soit mort, parce que ça arrivait quand même, mine de rien. On a une sous-variante de celle-ci, c'est le duel au commandement, mais avec un temps limité. C'est un peu l'équivalent de notre tir sportif de vitesse, mais là, la cible humanoïde est tout à fait autorisée. Et enfin, on a la variante la plus barbare, c'est les deux adversaires se mettent dos à dos, vous avez compris, se retournent, font feu, s'ils se loupent, ils avancent de 5 pas. Ils tirent, et ainsi de suite, jusqu'à être l'un sur l'autre, et là, franchement, à moins d'être aveugle, tu le shootes, quoi. Alors on me dit dans l'oreillette que c'est précis ces trucs-là, comment on peut se faire pour se rater au bout d'un moment? Alors c'est facile, la plupart des duels se déroulaient au petit matin, donc il y a la fatigue qui joue déjà, on a à peine pris son premier café, il faut déjà se tirer dessus. Ensuite, la plupart du temps, les matins sont froids, donc ça aide pas. Et surtout, on était vachement stressé, parce qu'il y avait quand même un enjeu assez important de survie, éventuellement, hein. Voilà. Donc ça joue. Les études modernes nous disent que les forces de l'ordre ou les civils en contexte de défense perdent 80% de leurs moyens sensoriels quand ils tirent. Imaginez-vous ça, mais en plus, en très réglementé, et on sait très exactement à quel moment ça va commencer à poser problème. Là, le stress est doublé, décuplé. Il n'y a même pas de surprise. Donc bon voilà, pour le duel, vous saurez. Au 18e, les coffrets d'armes sont extraordinairement luxueux parce qu'ils sont quand même l'apanage de gens assez fortunés. Ils sont sortis d'ateliers extrêmement célèbres comme Le Page ou Le Hollandois et restent assez peu démocratisés. Dès le 19e, c'est la bourgeoisie qui a pris la place de ces grands aristocrates et les coffrets commencent à s'adapter à toutes les bourses. Ils deviennent un peu plus sobres et surtout plus abordables pour des gens qui ont à cœur de défendre leur honneur ou leur pseudo-honneur, mais qui n'ont pas forcément des bourses. Alors évidemment, à un moment, l'Empire quand même passe par là, et le luxe reprend toute sa place. Des ateliers extrêmement connus, comme celui par exemple de Nicolas Noël Boutet, mettent le style Empire déjà à la mode, mais surtout remettent le luxe à la mode, puisque sous l'Empire, on avait une petite tendance à vouloir se raccrocher à l'ancien régime en termes de goût, d'art, de musique, etc., mais également en termes d'armement.
D'ailleurs, Napoléon en personne a offert un certain nombre de ces coffrets, ce qui fait qu'on a aussi exporté une certaine mode. Les Anglais l'avaient à peu près en même temps que nous, mais pour le reste du monde, ma foi, la France a rayonné un peu à ce moment-là. Les militaires, notamment à ce moment-là, qui deviennent de plus en plus susceptibles, commencent à prendre également cette mode-là à cœur, et on aura des coffrets qui sont plus ou moins des hybrides entre des armes de guerre et des armes de duel, mais ils sont en fait assez rares. Faut bien comprendre que les officiers, pour le service, avaient leurs armes réglementaires, et puis pour les parades ou leurs moments dans le civil, ils avaient éventuellement ces armes-là. L'engouement pour le duel va culminer à partir de la Restauration. Un grand nombre d'officiers va finir cloué par terre pour des questions d'honneur, et ce goût-là sera conservé sous le Second Empire. Ce qui fait qu'entre 1814-15 et 1890, en gros, la mode du coffret de duel va être phénoménale. En réalité, elle ne disparaîtra qu'avec les premiers semi-automatiques. En France, à partir de 14, les derniers duels se feront plutôt à l'arme blanche. Et effectivement, ils seront très tardifs, mais ça deviendra assez rapidement des occupations d'hurluberlu et un petit peu plus pour la publicité que pour réellement l'honneur. À partir de ce moment-là, et d'ailleurs après sous la Troisième République, ce seront des armuriers également extrêmement connus qui s'occuperont de fabriquer ces coffrets et les armes qu'ils contiennent et les accessoires, on va en reparler. Par exemple Gastine Renette, Forêt-Lepage, Le Faucheux, qui sais-je encore. Alors parlons un petit peu de ce coffret. Avant même de l'ouvrir, on remarque que cette boîte de marqueterie qui est très belle comporte sur le plat un rectangle de laiton avec les initiales du premier propriétaire. Ça c'est normal, ça fait référence à ce que je vous disais juste avant, l'envie de luxe, l'envie de prestige, le besoin de montrer qu'on peut. Non seulement on peut se le permettre financièrement, mais surtout, ça veut dire, en quelque sorte, et pour éviter d'utiliser des mots grossiers, ne m'embêtez pas trop, j'ai ce qu'il faut. Donc là, en l'occurrence, les initiales, c'est AV. Antoine, je sais pas, mais on va dire qu'il s'appelle Antoine. Alors maintenant, quand on l'ouvre, on se rend compte, alors déjà que c'est garni de velours brun, c'est sublime, il y en a eu dans pas mal de couleurs, hein. Il y a eu des verts, des bleus, des rouges, enfin quasiment toutes les couleurs du spectre, ou peu s'en faut. Ce coffret est compartimenté à la française, ça veut dire que les emplacements des objets épousent à la perfection les formes des 10 objets. Ça demande évidemment beaucoup plus de travail, et comme en plus il faut recouvrir tout ça de velours, je vous raconte pas le niveau de savoir-faire que ça demande avant que ce soit beau. Il fait bien entendu que contrairement aux coffrets compartimentés à l'anglaise ou à l'américaine, ces coffrets ont non seulement un peu plus de charme, un peu plus d'attrait, mais surtout ont un petit peu plus de prix. Alors, occupons-nous un petit peu de chacun des accessoires qu'on va pouvoir trouver, on va dire de gauche à droite. Alors, primo, une petite boîte. Cette boîte cylindrique, en bois, sublime, franchement, magnifique, contient les balles. Ça c'est logique, car, je vous rappelle, je viens de vous dire, quand l'arbitre a fait les balles à la perfection, bien identiques l'une à l'autre, etc., faut bien qu'il les range quelque part. S'il les laisse dehors, facile d'intervertir une balle en plomb pur et puis une balle en carton pur, quoi. Ensuite, passons immédiatement à l'extrême droite. Deuxième boîte, on va régler le sort des boîtes immédiatement. Également en bois, également très belle. Alors, celle-ci actuellement contient le tire-chiffon et des amorces. À l'époque, c'était plutôt les calepins, parce que le tire-chiffon, mettons, c'était pas nécessairement l'outil le plus utile du tas. Faut bien comprendre encore une fois que les coffrets de pistolets de duel servaient à la pratique du duel, donc le chargement et le tir. Le reste, ça pouvait être un peu accessoire. Ensuite, revenons à gauche, nous avons deux baguettes. Alors, la première sert, tout simplement, à tasser la balle, à pousser la balle et à la tasser. Voilà. Elle a une extrémité légèrement arrondie, un petit peu comme ce qui sert à bleuir les queues de billard. L'autre est tout simplement fileté, c'est pour mettre le tire-chiffon dessus. Ensuite, nous avons, bien entendu, le moule à balle. C'est comme le moule à gaufre, mais ça sert à faire des trucs un peu plus violents. Alors, très beau, en acier, ciselé, à la main, ça se voit, mais à 2 km que c'est fait à la main. C'est sublime. Il y a un petit coupe-jet, ici. Donc ça sert en fait,
Quand vous coulez votre balle, eh ben, il y a un petit peu de plomb qui va dépasser. Ça fait une espèce de petit téton pas très utile et surtout un peu encombrant. Donc on le coupe grâce au moule, c'est une pince coupe-jet qui se range également dans un petit compartiment qui est fait pour. Ensuite, nous avons ce petit outil-là qui est en fait une cuillère. Tout bonnement, c'est une dosette de poudre. Voilà. On en prenait tant. À noter que, truc rigolo, dans les règles du duel telles qu'elles sont édictées au 19e et un peu avant, la charge de poudre dépendait de la gravité de l'offense. Par exemple, ma foi, si vous aviez juste bousculé un petit peu du plat de l'épaule un charmant monsieur qui passait par là pour aller acheter ses frites, voilà, on mettait une cuillère. Si toutefois vous lui aviez un peu trop mal parlé, on en mettait un petit peu plus, et puis alors le top du summum, c'est si vous l'aviez giflé, alors là, c'est bon, on met pleine dose, et il va prendre cher. Ensuite, nous avons cet outil-là. Et cet outil-là se combine avec ce manche-là, bien entendu. D'un côté, c'est un tournevis, c'est tout bête, hein, mais c'est pratique. Et de l'autre côté, c'est un démon de cheminée. Effectivement, dans ce coffret-là, le nettoyage de l'arme est très présent. C'est vraiment pas le cas dans tous. Dans les coffrets, on va dire, les plus réduits, pas forcément les moins luxueux, mais les plus réduits, c'est uniquement le tir, enfin la préparation et le tir qui comptent. Voilà. En l'occurrence, dans celui-là, il y a un petit peu plus. C'est cadeau, ça fait plaisir. Une fois ce petit tournevis rangé, nous avons le maillet. Maillet en bois sublime, qui servait tout simplement, une fois qu'on avait mis la charge de poudre, le calepin et la balle par-dessus, pouf pouf pouf, à enfoncer la balle sur le premier centimètre. C'est toujours le premier centimètre qui est le plus difficile à passer. Vous ne verrez absolument aucun sous-entendu. Mais quand vous voyez rien que la qualité du maillet, vous vous dites, ok, les mecs ils savaient bosser. Et enfin, ce petit objet-là, qui est une aiguille, tout bonnement, mais une aiguille de luxe, avec des inserts de laiton, une petite poignée dans le même bois, magnifique, verni, tout ça. Voilà le délire. C'est tout simplement un cure-cheminée. C'est-à-dire que quand vous avez tiré une fois qu'une partie de l'amorce est restée coincée dans la cheminée, et ben vous prenez ce petit outil, comme il est légèrement rectangulaire, et ben vous tournez et hop, vous sortez ce qui va gêner la mise à feu de la suivante. En gros, ma foi, vous voyez, avec tous ces accessoires-là, c'est presque un nécessaire de voyage. Et figurez-vous que les coffrets militaires existent, les coffrets de duel militaires. Ils sont en fait extrêmement rares. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le coffret de duel militaire, c'est juste parce que l'arme qui est dedans est plus ou moins à vocation militaire. Par exemple, ça peut être une arme plus ou moins réglementaire, ou alors un revolver, ou encore mieux, un semi-automatique. Pas du tout. Les coffrets militaires étaient dédiés aux personnes qui partaient dans les colonies. Or, l'acier et l'humidité, ça fait rarement bon ménage. Et dans un coffret en bois comme celui-ci, le bois va finir par gondoler, par prendre de la masse, etc., par pomper l'eau. Le velours également, c'est pas une bonne idée. Les coffrets militaires, les seuls vrais coffrets militaires sont étanches. Et c'est ça qui les différencie des autres. Juste comme ça, les coffrets militaires sont reconnaissables tout simplement parce qu'ils sont plaqués sur la totalité de leur surface de laiton et que les bordures, on va dire, de fermeture sont également plaquées de laiton très finement ajustées, ce qui fait que ça plaque très bien et donc il y a moins d'humidité qui rentre. Alors maintenant, le gros morceau. Ah oui, non, j'ai oublié, il y a la clé. Ça va sans dire car ce coffret a une serrure. Le gros morceau, ce sont les deux pistolets. Alors j'en prends qu'un puisqu'ils sont rigoureusement identiques, comme je vous l'ai expliqué. Ces deux pistolets sont l'exemple type de ce qu'on peut trouver comme pistolet monocoup à percussion. Une crosse de bois, bien entendu, avec une crosse style Renaissance, c'est-à-dire avec ces canaux qui sont creusés dedans, qui donnent une forme assez torturée à la calotte, c'est ce qu'on appelle une crosse de type Renaissance. À l'avant, un fût mi-long, c'est-à-dire qui s'arrête à la moitié du canon, contrairement au fût long qui lui va jusqu'au bout, avec ma foi un très beau relief en terminaison. Le bois est luxueux, ça se voit tout de suite, c'est mordoré, il y a des reflets, c'est un très beau veinage. On sent qu'on n'a pas totalement affaire à du coffret bas de gamme, vous voyez. Le canon est damassé, c'est-à-dire que c'est un vrai canon ruban, donc un vrai damas mécanique physique, avec juste des rubans
qu'on a fini par compresser, souder ensemble. Le reste des garnitures, y compris le pontet et la calotte, sont très finement ciselés en style français. C'est très beau, ça a été fait à la main, ça se voit parce qu'il y a des petits défauts qui sont humains, tout bonnement. Ces deux pistolets sont signés de Villemot et Fils à Chaumont, qui est pas un armurier particulièrement connu, mais malgré tout qui a fait les choses merveilleusement bien. Par exemple, pour vous donner une idée, quand vous armez, bon déjà l'écran c'est formidablement bien fait, c'est très sonore. À l'arrière, vous avez votre queue de culasse, qui est donc la partie qui vient serrer le canon sur le bois à l'arrière. Cette queue de culasse est adaptée à la forme particulière du bouclier de cheminée, qui permet d'éviter une grande partie des projections, on va dire, liées à l'explosion de l'amorce. C'est assez rare qu'on voit des queues de culasse qui ne soient pas parfaitement rectilignes. C'est beaucoup plus compliqué à faire parce que le canon vient se loquer à crochet dans cette queue de culasse, et donc si c'est pas plat, ça devient rapidement compliqué de faire quelque chose de bien ajusté, de bien serré, et donc qui sera précis. On en a parlé, les rayures sont plus ou moins cheveux et arrondies. Les organes de visée, ma foi, c'est une petite hausse fixe, un petit guidon dérivable. C'est mignon, c'est facile à prendre, voilà. Ces armes disposent toutes les deux d'un Stetcher à la française. Je vous en avais déjà parlé, mais je vous en avais encore jamais montré. Vous voyez la queue de détente, derrière une petite vis à 4 perforations, ça c'est la vis de réglage de poids de départ. Et le Stetcher à la française, je vous l'avais dit, il n'y a pas une deuxième queue de détente qu'on peut préarmer pour limiter le poids. Ça se passe comme ça. Vous appuyez normalement, il y a bien 2 kg, 2,5 kg. Poussez cette queue de détente vers l'avant, vous entendez un petit clic, et ça vient de préarmer. Et là d'un coup, 300 grammes je dirais, au pif. Ça c'est un Stetcher à la française. La plupart des armes françaises européennes de ce temps-là adoptaient ce système de queue de détente là. Comprenons bien que c'est luxueux, c'est beaucoup plus compliqué à faire, donc fatalement, ça réclame des moyens. Maintenant, c'est très utile. Si vous êtes un bon tireur, ça vous aidera beaucoup à blesser ou tuer votre adversaire. Parce que, mine de rien, c'est le but. Voilà, c'était un petit coffret de pistolets de duel. C'est très beau. Alors effectivement, on en a un dans chaque main, ça fait... mais normalement, c'est pas le cas. On en a qu'un, bien entendu. Mais ça fait quand même... déjà, c'est beau, c'est magnifique. Voilà, chien, ce velours. Alors, il est marron... mais en réalité il est bordeaux, on s'en rend compte justement en enlevant les pièces qui l'ont préservé de la patine et du vieillissement. Il était bordeaux à la base, et c'est tellement esthétique. Les coffrets de duel ont un intérêt, c'est que ça peut transformer en semi-amateur même le plus anti-arme des anti-armes. Comme l'esthétique prend le pas sur tout le reste, et que la présentation est admirablement ordonnée et pensée, parce que mine de rien, on met pas tout au pif, hein. Il faut que ce soit agréable à regarder, il faut que ce soit luxueux, il faut que ce soit prestigieux. La plupart des gens qui n'aiment pas les armes apprécient les coffrets de duel. Vous saurez, si un jour vous en achetez un, tentez l'expérience. Montrez donc ça à quelqu'un que vous connaissez de votre entourage qui soit anti-arme, et vous verrez quasi systématiquement, la réponse est la même. Ah mais c'est beau. Quand on mixe luxe et bon sens, on arrive à convertir des gens comme ça. Voilà. Eh ben écoutez, ça a été un vrai plaisir de vous montrer cette merveille. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao!